Jean-Jacques Pauvert, vous êtes écrivain, vous êtes biographe, vous êtes actuellement d'ailleurs, à ce moment où nous enregistrons, en train de mettre la dernière main au 3e volume de votre énorme biographie Oui. de Sade. Vous vous êtes intéressé à tous les domaines de la culture, à l'histoire de l'art, à la langue. Vous avez édité le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, par Oui. exemple. Vous avez été aussi préoccupé par le cinéma. Et puis, vous avez collaboré à de nombreuses revues. Mais vous êtes aussi et surtout connu comme éditeur. Vous êtes l'éditeur de Sade, le premier éditeur de Sade. Alors, si vous permettez justement, et pour entrer directement dans les choses, je me propose de vous lire quelques lignes de la philosophie dans le boudoir. Oh, très bien. Je me présente. Alors ça, c'est le chevalier qui parle, en parlant de monsieur Dolmancé, sa rencontre avec Dolmancé. Je me présente, je veux au moins quelques apprêts. Gardez-vous-en bien, me dit le marquis. Le marquis chez qui, donc, le chevalier et Dolmancé sont en train de dîner. Vous ôteriez la moitié des sensations que Dolmancé attend de vous. Il veut qu'on le pourfende, il veut qu'on le déchire. Il sera satisfait, dis-je, en me plongeant aveuglément dans le gouffre. Alors, avec vous, Jean-Jacques Pauvert, pas de préliminaire, pas de préambule. Votre vie d'éditeur à scandale, maudit, en procès et sous le signe de Sade. Je n'ai pas commencé par Sade en éditant, mais ce qui m'est revenu après, c'est que Sade, en fait, c'est pratiquement sont les premiers livres sur lesquels j'ai mis mon nom. Vous avez commencé par Sartre. J'ai commencé par Sartre, mais à ce moment-là, j'éditais sous le nom des éditions du Palimugre. Et quand j'ai fait Sade, j'ai mis mon nom parce que, bon, il y avait des risques, et c'est mieux quand il y a des risques de se découvrir un peu. Oui, c'est un vrai risque, puisque vous avez eu 8 ans de procès pour outrage Voilà. aux bonnes mœurs. Oui, 8 ans. Vous avez quand même eu Ce sera pour plus tard. Vous avez déjà eu un procès à 16 ans tout de même. Il faudrait peut-être en dire 2 mots. Oh oui, c'était très banal à l'époque. Mais ça m'a frappé. C'était assez impressionnant parce que j'ai été jugé par l'armée allemande pour avoir passé des tracts. Enfin, ils m'accusaient d'avoir passé des tracts à la ligne de démarcation, ce qui était vrai, mais j'avais eu le temps de m'en débarrasser. J'en avais gardé un, le goût de la littérature, parce que ça faisait partie de ces tracts absolument imbéciles que nous balançaient les Anglais, qui nous prenaient pour des demeurés, complètement. Pour eux, on était le tiers-monde. Ils nous prenaient vraiment pour des imbéciles, et ils nous balançaient des tracts qui étaient d'un niveau de débilité effrayant, mais j'avais gardé celui-là parce qu'il racontait qu'il fallait qu'on assassine Monterland, Cocteau, des gens comme ça, parce qu'ils étaient à Paris publiés. Ils ont oublié Sartre, mais parce que Sartre, à l'époque, n'était pas quelqu'un de très très connu. Donc j'avais gardé un tract, j'avais eu le temps de balancer les autres dans une mare. Il dénonçait les écrivains collaborateurs, c'est ça? Ou enfin... Oui, non résistants, à tort et à travers, parce que ce oui. qu'ils en disaient, ça reposait absolument sur rien, mais tout le reste était d'ailleurs du même tonneau. Et alors j'ai été jugé par les Allemands d'une façon c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus solennel que la correctionnelle française. C'était la grande salle du palais de justice de Tours, des officiers en grand uniforme. Moi j'avais 16 ans, ça m'a beaucoup impressionné, je veux dire, j'en menais pas large. Et alors finalement ils m'ont relâché, j'avais fait 3 mois de prison. Ils m'ont relâché sur le thème vous êtes jeune, moi j'avais toujours nié l'histoire des tracts. Même si vous avez fait quelque chose contre nous, vous vous souviendrez de la clémence de l'armée allemande. Et j'ai trouvé ça très bien, je me suis retrouvé dehors. Voilà. Est-ce que vous vous êtes souvenu de la clémence des proviseurs de lycée qui vous ont viré quand vous étiez plus jeune? Ah oui, mais l'école, ça m'a laissé un grand souvenir. L'école, enfin le lycée, c'était des lycées. À l'époque, il n'y avait pas... J'ai fait toutes mes études au lycée, dès l'âge de 4 ans. Alors, il y a ceux qui me viraient parce qu'ils ne pouvaient pas me voir. Et puis, j'ai eu un remarquable professeur en seconde. Ça a été ma dernière classe. Après 6 mois, un professeur qui s'appelait Lupin comme Arsène, qui est vaguement connu comme ça parce qu'il fréquentait des gens de lettres. Et il était assez je suis partout. Mais c'était un remarquable professeur. Et il m'a dit, écoutez, vous m'embêtez parce que vous troublez ma classe, et puis vous avez mieux à faire que d'être là. Moi, de toute façon, je vais travailler avec 15 élèves, alors je vous vire pour votre bien. Et on s'est beaucoup revus après. Il a même collaboré à la réédition du Littré, je l'ai fait travailler. C'est un type tout à fait épatant. Après quoi, j'ai quand même fait quelques mois à l'école alsacienne, mais ça a été très court. Au fond, vous avez eu des problèmes
Au lycée, parce qu'on vous apprenait pas à lire, ou plutôt parce qu'on vous apprenait à lire mal. Où il y avait enfin une espèce de censure comme ça quant à la lecture, à une vraie lecture des livres. Cette préoccupation de la lecture, elle était déjà vivace dès votre adolescence, enfin. Oui, moi je lisais beaucoup, mais d'abord je me suis aperçu très vite que c'était pas bon. Hein. D'ailleurs, c'est pas bon de lire beaucoup très jeune. C'est un peu comme la télévision maintenant, ça disperse terriblement. Et en tout cas, ça empêche de travailler. C'est incompatible avec les études. Les bons élèves des classes où j'étais, ils lisaient pas beaucoup. Ou alors quelques bandes dessinées. Mais la lecture, ça va pas. Hein. Ça encombre, ça disperse. On met très longtemps à digérer des lectures précoces. Moi, je ne sais même pas si je les ai encore digérées d'ailleurs. Mais en tout cas, du côté du travail, c'est très mauvais. Alors les bons premiers romans, c'est quoi? C'est La Comtesse de Ségur, hein? Ah, la Comtesse de Ségur, oui, j'ai lu ça très tôt. La Comtesse de Ségur, Jules Verne, bien sûr. J'ai un souvenir très précis d'ailleurs, c'est curieux parce que j'ai le souvenir, malheureusement, j'ai plus le souvenir du livre lui-même, mais j'ai le souvenir des premières phrases dans un gros livre d'enfant avec des caractères hauts d'1 centimètre, comme ça, le jour où j'ai compris le premier mot. Ça, c'est curieux. Je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans. J'ai des souvenirs qui remontent très loin. Et ça m'est resté tout d'un coup sur une page blanche. J'ai lu. J'ai lu un mot qui était peut-être, je sais pas quoi, chocolat ou berceau ou n'importe quoi, mais ça a pris une signification. Et après, d'ailleurs, j'ai d'autres souvenirs parce que c'est très curieux la manière dont la signification parvient. Il y a des textes qu'on n'arrive pas à lire quand on est jeune, par exemple. On tombe sur certains textes qui sont un petit peu difficiles. On ne lit pas La Princesse de Clèves à 8 ans. Bien Donc sûr. on a devant soi des mots qui ne sont que des caractères d'imprimerie. Et petit à petit, ça se met à fonctionner. C'est un mécanisme fascinant, hein, la lecture. Vous êtes né en 1926, Oui, donc vous avez appris à lire dans les années 30, quoi, 1929, 29. Je pense 29 qu'en ans. 29, je commençais, oui. Alors, c'est quoi être un petit garçon dans les années 30? C'est très différent, je pense, de ce que c'est maintenant. Enfin, le souvenir que j'ai des époques, moi je m'intéressais énormément au temps. Hein. Je dis ça souvent, mais c'est vrai, quelqu'un qui est né en 26 a vécu au 19e siècle. Parce que on dit que le 19e siècle s'arrête avec la guerre de 14. Alors c'est pas Non, vrai. non, non, c'est pas vrai du tout. Le 19e siècle, le vrai 19e siècle, vous savez, les siècles c'est toujours un peu élastique, mais le 19e siècle, ça s'arrête dans les années 50. Si vous regardez des actualités, par exemple, des années 50, du début des années 50, vous voyez une foule qui est pratiquement la même, justement, que sur les photos d'avant 14, de tout de suite avant 14. C'est-à-dire qu'en 1948, en 1950 encore, dans une foule dans la rue, vous avez des ouvriers en casquette, des employés avec des chapeaux mous, des gens qui ont des chapeaux melons, et il n'y a pratiquement pas de différence. Et dans les mentalités, dans le comportement, tout ça, ça a changé dans les années 60. Parce que vous êtes en train de nous dire qu'au fond, la guerre de 40, ça n'a pas changé les mentalités. Mais les guerres ne changent jamais les mentalités. Hein. Ce sont les mentalités qui changent les guerres. Si vous prenez par exemple la guerre de 14, on vous raconte que les femmes sont fait couper les cheveux, qu'elles n'avaient plus de corset, qu'elles avaient des robes courtes, mais tout ça, ça s'amorce en 1910. Les guerres ne changent pas grand-chose. Les guerres entérinent quelque chose toujours d'antérieur. Alors on vous dit toujours, par exemple, la guerre de 40, Pétain, le changement de mœurs, etc. etc. Les décrets de censure morale sont pris par Daladier en juillet 1939. Il n'y a même pas la guerre encore. Hein. La France connaît un régime de liberté morale extraordinaire entre 1880 et 1914. Et les premiers procès, les premiers grands procès qui recommencent, où on condamne d'un seul coup, je crois que c'est 127 ouvrages dans le premier procès, 95 dans le deuxième, c'est en 1913. Voilà, la grande rafle. Oui, oui, c'est toujours comme ça. Hein. Napoléon, bon, les premières mesures du pouvoir napoléonien, c'est la censure morale immédiate. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Sade est arrêté en 1801. Dès que Napoléon vraiment accède au pouvoir absolu, comme il a l'intention de faire la guerre, c'est la censure morale. Ça va avec, hein, en Chine, en URSS, à Cuba, Au fond, partout, on a c'est l'impression comme ça. que vous mesurez les politiciens non pas effectivement à ce qu'ils font du point de vue de l'économie, etc., mais quel type de rapport ils entretiennent ou non avec la Ah manière de oui, censurer les bien mentalités. sûr. Mais oui, mais moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, hein, sont Bien les mœurs sûr. des gens, parce que la politique, justement, quand on suit un petit peu comme ça le mécanisme politique, on s'aperçoit que le comportement vis-à-vis des mœurs, le comportement moral, n'a aucun rapport avec les appartenances politiques. La censure, par exemple,
Et plutôt, on peut dire qu'elle est plutôt plus rigoureuse du fait des gens de gauche, qui sont en général des censeurs moraux redoutables. Ils sont plus puritains. Ils sont beaucoup plus puritains. Mais c'est une nuance, parce que finalement, ils se rejoignent. Ils ont tous les censeurs de gauche et de droite ont toujours un peu la même mentalité qui est: moi, j'agis pour le bonheur des gens, je sais ce qu'il leur faut et je vais leur dire ce qu'il faut qu'ils lisent, ce qu'il faut qu'ils fassent, comment il faut qu'ils fassent l'amour. Ça, c'est complètement apolitique. Et surtout ce qu'il faut qu'ils lisent ou ce qu'ils ne lisent pas. Ce qu'il faut qu'ils lisent et qu'ils ne lisent pas, bien entendu. Alors ça, vous voyez tout ce qui se passe. En Chine, par exemple, ce qui s'est passé en Russie au moment de l'accession du pouvoir bolchevique. C'est très caractéristique. Les dictatures de droite, c'est autre chose. Elles installent un ordre, mais toujours avec la même idée, c'est-à-dire Enfin, elles brûlent on les sait livres, mieux que les gens. Oui, ils brûlent les livres. Oui, pas plus, pas plus. Ils brûlent tous les livres. Ils s'arrangent pour les interdire d'une manière plus ou moins sournoise. D'ailleurs, moi, je ne sais pas s'ils ont tort. Je constate une chose. Moi, c'est pas mon problème. C'est ce que j'ai dit souvent à des juges ou à des policiers. Je dis, mais il est très possible que vous ayez raison. Il y a des tas de choses qui sont très discutables, qui sont intéressantes chez les vrais censeurs, ceux qui disent qu'ils interdisent. Il y a ceux qui vous disent: moi j'interdis rien, mais bon, on ne peut pas tolérer ça quand même, alors on interdit ça, mais on permet tout le reste. Non, mais les vrais censeurs, ceux qui vous disent la censure est nécessaire, il y a des choses très intéressantes. Tout ce qu'on disait, par exemple, au XVIIe, au XVIIIe siècle, pour empêcher les femmes d'apprendre à lire. Ou sinon avec précaution. On leur disait, par exemple, à la rigueur, on peut vous apprendre à lire, à l'extrême rigueur, mais il ne faut pas que vous lisiez des romans. Et c'est vrai que les romans, la lecture des romans, ça trouble, ça rend rêveur, ça détourne de la procréation, ça détourne du travail. C'est tout à fait vrai. C'est le discours chinois actuel, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas le droit de lire des romans d'amour, ils n'ont pas le droit de s'embrasser dans la rue, parce qu'effectivement, ça détourne de la productivité. Parce que ça veut dire que vous aimez vraiment que la lecture ait des effets dans la réalité. Ah, mais elle a des effets dans la réalité. Les livres moins, parce que les gens lisent pas beaucoup de livres. Mais la lecture, il y a une grande différence. Enfin, par exemple, est-ce que les criminels d'enfants lisent les 120 journées de Sodome? Je voudrais quand même savoir. Non, justement, voilà. Non. Je ne crois pas. Vous savez, je me suis renseigné parce que quand on a commencé à m'accuser de toutes sortes de méfaits, comme ça, moi j'avais affaire en 1947, 48, 49. Et après, donc pendant 8 ans, parce que je continuais, puis je publiais d'autres choses, à des gens qui me disaient que j'étais en train par exemple, de détruire la société française. Ce sont des choses qui vous font réfléchir quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Alors, vous ne vous rendez pas compte, me disait-on, les enfants. L'influence des 120 journées de Sodome sur les enfants. Alors, moi, je savais bien que les enfants ne lisaient pas les 120 journées de Sodome, mais quand on me disait, toujours le gros argument, vos livres peuvent être lus par des débiles mentaux. Et alors, un débile mental qui a lu les 120 journées de Sodome, il va couper sa petite sœur en morceaux. Bon. Moi, je prenais ça très au sérieux. Je trouve que ce que les gens disent mérite toujours attention, et ça, c'était intéressant. Alors, j'ai mis plusieurs années à me renseigner. J'ai été voir des psychiatres, des spécialistes de l'enfance délinquante, des éducateurs, des gens comme ça, qui m'ont dit qu'eux ne le croyaient pas. C'est vrai qu'un débile mental qui lit, dans la mesure où il est capable de lire vraiment les 120 journées de Sodome, ça peut lui préciser certaines idées. Ça précise, c'est-à-dire qu'il les avait déjà. Mais c'est un cas probablement sur 1 milliard, parce que ce qui est beaucoup plus frappant, c'est la différence que font justement les gens qui ont des tendances sadiques, des tendances meurtrières, entre la fiction et la réalité. C'est vrai que les lectures sont dangereuses, mais à ce moment-là, il faut interdire la lecture des journaux. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que c'est tout à fait vrai. Ce qu'on dit de l'influence des lectures, c'est vrai, ça peut révéler des choses, ça peut donner des idées. La plupart des beaux cambriolages sont faits par des gens qui ont lu les journaux. Quand on se met à cambrioler, par exemple, en passant par les égouts, vous avez 25 cambriolages qui se font dans les 6 mois qui suivent en passant par les égouts, parce qu'on a lu ça. Ça a donc des conséquences. Mais c'est la réalité, c'est quand on décrit une réalité. La conséquence, par exemple, des lectures sur les enfants, moi je l'ai vu sur ma fille, à l'époque où je publiais Sade, enfin j'étais en train de terminer, ma fille avait 10 ans et elle était très traumatisée par une lecture qui n'était pas du tout Juliette ou la philosophie dans le boudoir, c'était François, parce qu'elle était tombée là-dessus, puis il y avait une grande photo d'un monsieur très bien avec sa fille justement qui avait 10 ans aussi. C'est ce médecin, vous vous souvenez pas de ça parce que vous êtes trop jeune, mais dans les années 50, un médecin, un homme très bien,
qui avait élevé ses enfants d'une façon merveilleuse. Il avait une 60aine d'années, il avait eu des enfants tard. Et tout d'un coup, sa fille qu'il adorait, qui avait 10 ans, il l'a violée, il l'a étranglée, il s'est suicidé. Alors ça marque un enfant. Vous voyez, c'est terrifiant. Ou ce qu'on voit à la télévision, beaucoup plus. Mais c'est vrai que la lecture d'un livre, et heureusement d'ailleurs, ça peut marquer beaucoup les gens. Pourquoi est-ce qu'on condamnait les liaisons dangereuses en 1820 ? En 1821 exactement, on condamne encore les liaisons dangereuses. D'ailleurs, on les condamne jusqu'en 1870. Eh bien, on les condamne non pas, on dit que c'est immoral, effectivement, mais on les condamne parce que c'est la cause de la Révolution française et que ça peut recommencer. Que si on publie les liaisons dangereuses, il y aura une autre révolution. D'ailleurs, c'est vrai, il y en a une autre en 1830. Alors là, vous m'étonnez parce qu'il y a un petit point d'interprétation avec lequel j'aimerais qu'on puisse discuter, puisque au fond, la thèse des liaisons dangereuses, c'est-à-dire que quand on commence le livre, dès l'ouverture, c'est l'idée que la guerre est remplacée par la conquête des femmes. C'est-à-dire, on ne peut plus prendre la Bastille, mais on va prendre des bastions imprenables. Enfin, si le terme, si je me souviens du terme. Imprenable est beaucoup dire. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça un peu. C'est ça, on va trouver une femme qui est la plus pure, la plus chaste, etc. Et on va essayer justement de la faire transgresser, de la séduire, etc. Donc, au fond, c'est faites l'amour, pas la guerre. Alors, en quoi est-ce qu'une lecture de ce genre peut-elle amener des révolutions les juges ne voient jamais si loin. Les juges sont très à terre, d'une façon d'ailleurs toujours intéressante, parce que c'est très concret, c'est très pratique. C'est le climat. Les membres de la commission de censure, par exemple, qui décident qu'il faut poursuivre Histoire d'eau, qui d'ailleurs n'a jamais été poursuivie. Mais il y a une décision de commission de censure. Et ils parlent du climat. Et ils disent que c'est un livre qu'il faut absolument retirer de la circulation, parce que son climat crée un ferment détestable et condamnable. C'est absolument textuel. Ils n'ont pas tort, il y a un ferment dans tout ça. C'est vrai que les lectures apportent des ferments. Il y a le cas historique aussi assez intéressant de cet ouvrier vers 1860 qui passe aux assises parce qu'il a tué une femme. Et comme à l'époque, le Second Empire s'occupe beaucoup des mauvaises lectures, c'est l'époque du procès des Fleurs du Mal de Madame Bovary, on lui dit mais vous avez dû être influencé par de mauvaises lectures, on veut absolument lui faire dire qu'il a lu Les Fleurs du Mal. Et il dit oui, effectivement, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de mauvais romans, et il y en a un qui m'a donné l'idée de ce meurtre, on lui demande lequel, c'est La Chartreuse de Parme. C'est absolument historique. Et ça n'a pas été une circonstance, mais c'est vrai qu'on peut prendre de très mauvaises idées en lisant Paul Bourget, qui n'est pas une lecture innocente d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que la misogynie allait de pair avec l'interdit de la lecture. Qu'on interdisait aux femmes de lire des romans, et donc on les empêchait d'apprendre à lire pour ne pas lire des romans. Tous les pouvoirs, ça marche avec, c'est une lapalissade. Il est évident que un pouvoir qui interdit, qui veut contrôler les mœurs, s'attaque aux femmes et à la liberté des femmes, bien entendu. On l'a vu d'ailleurs avec le féminisme, qui était un pouvoir dictatorial, et elles ont immédiatement réclamé la censure. Dans le programme commun des femmes, elles veulent le pouvoir et elles veulent interdire. D'ailleurs, elles ont eu la peau d'un journal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elles ont eu la peau de détective. Sade a eu d'ailleurs la peau lui-même du féminisme, avec sa fameuse... une de ses deux Eugénie de Fleurval, si je me souviens bien, qui est un cas de féminisme. Eugénie de Franval. De Franval, oui, voilà. Non, pardon. C'est pas encore la grande phase de la... Enfin, c'est une féministe. Non, justement, c'est pas une féministe. Alors là, les féministes seraient très très fâchées si elles vous entendaient, parce que Eugénie de Franval, en fait, c'est la grande différence entre Eugénie de Franval, Eugénie de Mistival, les grandes héroïnes libérées de Sade, ça commence justement avec Eugénie de Franval. Oui. Ça se poursuit avec Eugénie de Mistival, c'est pas un hasard si c'est le même nom, l'héroïne de la philosophie. Mais ça explose avec Juliette. Et Eugénie de Franval, c'est pas tout à fait ça. On ne sait pas ce qu'elle deviendra. D'ailleurs, comme ça se termine très mal pour les méchants, son père meurt, je crois qu'elle part au couvent. Enfin, elle va avoir une fin édifiante. Mais c'est quelqu'un dont la liberté, entre guillemets, est créée par un homme pour l'usage de l'homme. C'est son père. Enfin, elle se libère pour mieux servir, au fond. Elle ne se libère pas, on la libère. On la libère. Et on la libère pour mieux servir. Eugénie de Mistival, c'est déjà beaucoup mieux parce que, partie comme elle est, quand la philosophie dans le boudoir s'arrête,
il est certain qu'elle va conquérir sa propre liberté, que le chevalier, Dolmancé, Madame de Saint-Ange, tout ça, c'est plutôt eux qui vont la servir qu'elle les servir. Et puis après, on arrive à Juliette. Alors il y a une chronologie, parce que Eugénie de Franval, c'est 1787 à la Bastille. Eugénie de Mistival, c'est 1794-95 à Picpus. Et Juliette, c'est 97-98. Alors tout d'un coup, là, c'est l'héroïne qui domine tout. C'est la grande liberté féminine. Alors elle, tout le monde lui sert. C'est la plus belle, on peut dire, c'est la plus belle héroïne, femme de l'histoire de la littérature. Enfin, oui, là, on en revient à Apollinaire, qui est le premier à avoir dit que Juliette était le prototype de la femme future, complètement libérée, etc., etc. Oui, c'est la femme vraiment libre. N'avoir qu'une seule amie et foutre avec tout le monde. C'est une héroïne fantastique. La devise de Juliette. Il n'y a pas de précédent dans la littérature dite érotique d'héroïnes libérées. Ce sont toujours des instruments. Elles peuvent détenir un certain pouvoir, mais il n'y a pas de précédent. Juliette, ça n'a jamais existé. Même Eugénie de Mistival n'a jamais existé dans la littérature. C'est curieux. Oui, et elle n'existera plus jamais. Enfin, c'est l'héroïne la plus libre. Il faut dire que c'est difficile d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes aussi en train d'écrire une histoire de l'amour. Oui, voilà. Alors c'est quand même assez amusant, et j'aimerais vous entendre sur ce point, que le biographe de Sade, l'éditeur de Sade, parle d'amour. Est-ce qu'après Sade, on peut encore parler d'amour ? C'est un peu difficile. Parce qu'on a l'impression que ça nettoie justement. C'est d'autant plus intéressant. Et c'est vrai que c'est une lecture complètement décapante. Quand on a pratiqué Sade, quand on l'a beaucoup lu, comme moi, puis c'est une lecture étonnante parce que c'est une lecture qui se renouvelle toujours. En général, quand on relit un livre de Sade, on ne relit pas le même. C'est pas tout à fait le même que celui qu'on a lu quelques années avant. Donc c'est une lecture qui débarrasse. Et le sentiment amoureux chez Sade, ça existe. Puis ça existe. Juliette est amoureuse de la Durand, par exemple. Bien sûr. C'est une belle histoire d'amour. Les gens sont amoureux. Sade l'a été lui-même, d'ailleurs. De sa femme. Il a aimé sa femme. Il s'est beaucoup intéressé à ses enfants. Ça a été, pour ce qu'on peut savoir, un assez bon père de famille, même. Et l'amour après Sade, c'est tout à fait différent. De toute manière, quand on sort comme ça de cette pratique assidue de Sade, que j'ai eue en somme pendant 50 ans, à peu près, on arrive à peu près à la 50e année de ma pratique sadienne. Il est évident que ça change beaucoup de choses parce qu'on ne peut plus voir ni les sentiments, ni la... Bon, je ne parle pas de la société, moi, que j'ai toujours vu d'un œil un peu critique. Ça n'a rien arrangé, la lecture de Sade, et surtout, par exemple... Dissout le lien social, enfin. Sade, c'est l'individualisme absolu. C'est même peut-être encore plus absolu que chez Stirner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la seule théorie... Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de système philosophique chez Sade. Tous les systèmes que Bataille ou Klossowski ou Blanchot ont cru voir, ça n'existe absolument pas, il n'y en a aucun. C'est une démarche. C'est la démarche personnelle de l'individu qui ne rend de compte qu'à lui-même. Qu'à sa singularité. C'est le triomphe de la singularité. En tant qu'elle est irréductible en réalité. Elle est totalement irréductible. Un de mes grands plaisirs en faisant cette biographie de Sade, c'est de m'apercevoir justement qu'il était resté irréductible à un moment où tout le monde, en faisant l'éloge d'ailleurs, disait « Ah mais oui, mais vous voyez bien ce Sade qui écrivait des choses terrifiantes, etc. » Pendant la terreur, justement, alors là, il a été modéré. Oui. Alors moi, ça me troublait beaucoup parce que je ne voyais pas comment ça pouvait se passer, comment Sade pouvait être modéré. Bon, ce que j'ai découvert et qui m'a fait un grand plaisir, c'est qu'au moment où sa façon de penser singulière, vous savez, la formule de Sade, ça n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. Absolument. C'est très beau. Et sa façon de penser, de toute façon, elle s'accroche à quelques points très fermes, comme ça, très ancrés, dont l'un est l'athéisme radical. Dieu n'existe absolument pas, il ne faut pas qu'il existe d'ailleurs. La religion, alors, on n'en parle pas. Et il y a un moment où, pendant la Révolution, tout d'un coup, ce faux modéré, qui d'ailleurs ne l'est pas vraiment, parce qu'il devient petit à petit très important dans sa section, qui est une section les plus révolutionnaires, Sade, en fait, est un sans-culotte. Parce que là, il se retrouve... C'est un personnage très, très curieux, très intéressant, parce que d'abord, il se retrouve avec ce qu'on appelait à l'époque les gens du peuple. Et les gens du peuple, Sade les aime beaucoup. L'alliance aristocratie gens du peuple, voilà.
C'est pas du tout, hein, enfin c'est pas un aristocrate, si, il a été élevé comme un aristocrate, mais c'est pas avec les aristocrates qu'il est allé. Il n'a pas d'amis dans l'aristocratie du tout. Quand Ouais. il fait ses coups, quand il fait ses parties libertines, il n'est jamais avec des aristocrates. C'est pas du tout comme le maréchal de Richelieu, comme Fronsac, qui font ça en bande. Alors ça sont des aristocrates. Lui, il fait ça avec un valet. Et surtout, il y a l'épisode de la déchristianisation qui va être tout à fait extraordinaire. Vous comprenez, quand on pense que Sade se retrouve à un moment donné à la barre de la Convention, couvert d'habits sacerdotaux, avec peut-être une mitre sur la tête, une crosse en main, parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Les délégations arrivaient, il est à la tête de la section des Piques, qui est, entre parenthèses, la section de Robespierre. Donc Robespierre prend ça très mal, parce que lui, c'est un jacobin pur, il est contre toute cette agitation. Et il faut s'imaginer ce que c'était. C'est-à-dire que la délégation entre comme ça, et il y a un tintamarre extraordinaire, parce que d'abord, il y a de la musique. On oublie toujours ce genre de choses. Mais à la Convention, il y a tout d'un coup une espèce d'orchestre improvisé qui se met à jouer. Avec des tambours. Avec des tambours. Des tambours qui font fanfares, beaucoup de bruit. ça, Tout le monde voilà. se lève, tout le monde chante. Et alors le peuple des tribunes oblige les députés à se lever, à chanter, à accueillir la délégation qui arrive en face de la tribune du président, qui jette les ciboires, les mitres, etc., tout ça, et qui fait des discours. Et on a le discours de ça en novembre. Ça va prêcher en quelque 1700. sorte. Il va prêcher, d'ailleurs à la section des Piques, vraisemblablement quand il était président, quand il était même vice-président ou secrétaire, et qui faisait beaucoup de discours, il est probable qu'il parlait en chair. Parce que la section des Piques se réunissait dans une église, dans l'église neuve des Capucines. Et il devait être ravi d'être en chair. C'est Bien énorme sûr. personnage, parce qu'à l'époque, il est très gros, faut voir ça. Parce qu'il m'a beaucoup intéressé dans cette histoire de ça, c'est des choses dont on parle jamais beaucoup, c'est-à-dire son aspect physique, par exemple. Comment est-ce qu'il est quand il arrive justement devant la Convention? Mais il est énorme. Il est devenu, lui, ce qu'il appelle le plus gros homme de Paris.